Tout a commencé avec un foutu message. J'étais dans une chambre d'hôtel à Lyon, 3 jours dans un voyage d'affaires de 5. Le genre de déplacement qui paraît plus chic qu'il ne l'est. On arrive, on serre des mains, on enchaîne les réunions interminables dans des salles surclimatisées, et on tente de convaincre que notre produit vaut mieux que les autres options. C'est crevant. Ce soir-là, j'étais rentré tard. J'avais enlevé mes chaussures, desserré ma cravate, et m'étais affalé sur le lit avec un sac en plastique de restes de poulet Kung Pao du resto du coin. Froid. Même pas réchauffé. Une de ces soirées. Il faisait calme. Je me sentais bizarre depuis le matin, comme une pression sur la poitrine pas assez forte pour paniquer, juste un poids, comme si j'oubliais quelque chose d'important. Je me disais que c'était peut-être parce que je n'avais presque pas de nouvelles d'Émilie depuis mon arrivée. Elle m'avait envoyé 2, j'espère que les réunions se passent bien, mais c'était tout. Pas d'appel. Pas de nouvelles du bébé. Rien sur la maison, ni sur sa journée. Ce n'était pas inhabituel, exactement. Émilie n'est pas du genre à texter beaucoup. Quand même, 5 ans de mariage et un gamin à la maison, on s'attend à un peu plus que le silence radio. Alors j'ai sorti mon téléphone, essuyé la sauce orange de mes doigts avec une serviette, et tapé « Salut, juste fini de dîner. J'espère que toi et Léo allez bien. Vous me manquez. » Juste avant d'envoyer, j'ai vu un petit point dans le coin de l'écran, une notification de notre calendrier iCloud partagé. C'est là que tout a basculé. C'était une réservation. Une réservation pour un dîner pour 2. À son nom. Le bistrot royal 19h aux 2 personnes. Et dans les notes, table d'angle. Il aime le vin rouge. Je suis resté figé, à fixer l'écran comme si les mots pouvaient se réarranger si je regardais assez longtemps. Il aime le vin rouge. C'était qui, ce « il » ? Je l'ai relu. Encore. Plus je fixais, plus cette petite note me brûlait le cerveau. Il, pas Pierre. Pas nous. Pas dîner avec papa. Pas même réunion avec un ami. Juste il. Clair comme de l'eau de roche. Et voilà le truc où Émilie ne fait pas de réservation au resto. Pas pour être mélo. En 5 ans de mariage, elle l'a fait 2 fois. Grand max. On est plutôt du genre, on prend un truc en rentrant. Notre frigo est rempli, ok, mais si l'un de nous a une grosse journée, c'est pizza surgelée et lasagne micro-ondes. C'est notre style. Et le bistrot royal ? Ce resto, c'est pas une blague. C'est là qu'on va pour les anniversaires ou pour impressionner quelqu'un. J'y suis allé une fois pour son anniversaire il y a 2 ans. Ça m'a pris 2 semaines pour avoir une table. Bref, j'étais perdu. Pas en colère. Pas encore. Juste, perdu. Peut-être qu'elle voyait quelqu'un du boulot ? Un client ? Peut-être qu'elle avait oublié de l'enlever du calendrier partagé ? Peut-être que Dieu me pardonne, c'était juste une erreur. Une vieille réservation qu'elle avait oublié de supprimer. Mais j'ai vu l'heure. Demain à 19h. Et là, il était 18h12. Mon cerveau s'est mis en surchauffe. Pourquoi réserver pour 2 dans un endroit comme le bistrot royal ? Pourquoi être aussi précise, table d'angle, il aime le vin rouge ? C'est qui, il ? Pourquoi ne pas dire qui c'est ? Pourquoi le cacher ? J'ai posé mon téléphone et fixé le mur de l'hôtel comme s'il pouvait me donner des réponses. Mon cœur cognait, comme quand on sent que quelque chose arrive, mais que le cerveau n'a pas encore suivi. J'essayais de trouver des excuses pour elle, comme empiler des cartes dans un tunnel de vent. Chaque raison s'effondrait sous son propre poids. Elle n'avait parlé d'aucun dîner. Aucun avertissement. Aucun plan de babysitter. À moins qu'elle ait déposé Léo chez sa mère. Mais même là-haut, pourquoi le cacher ? C'était ce mot, il. Je connaissais beaucoup d'amis d'Émilie. Elle est sociable, a un cercle de collègues, d'amis de fac, un club de lecture plein de nanas qui boivent plus de vin qu'elles ne lisent. Aucune n'est un « il ». Et là, ça m'a frappé, elle était distante depuis un moment. Pas juste ce voyage. Depuis des mois. Comme si elle flottait près de moi sans jamais être vraiment là. On parlait, oui. Mais ce genre de discussion où les mots ne comptent pas parce que le feeling n'y est pas. Elle souriait moins. Toujours son téléphone à la main, toujours occupé. Notre fils Léo, elle l'adorait, bien sûr, mais même avec lui, quelque chose clochait.
Je mettais ça sur le stress. Le postpartum. La charge de travail au cabinet. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Mais j'étais pas idiot. Je bosse dans les systèmes. Mon job, c'est littéralement de repérer les failles de sécurité. De voir ce qui cloche. De capter les schémas que les autres ratent. Et là, ça clochait. J'ai repris mon téléphone et regardé la réservation. Elle était toujours là. Bien réelle. Ce soir-là. J'ai vérifié l'heure. 18h19. Et là, assis au bord d'un matelas raide dans une chambre d'hôtel à Lyon, entouré de boîtes de bouffe à emporter et d'une canette de Perrier à moitié vide, je l'ai senti. Cette brûlure lente dans la poitrine. Pas la rage. Pas la tristesse. Juste, la clarté. Quelque chose n'allait pas. Et j'allais découvrir quoi. Je n'ai pas dit à Émilie que je rentrais. Pas même un indice. Pas de « tu me manques », pas de « je pense rentrer plus tôt ». Rien. J'ai juste pris le premier vol sans attirer l'attention, fait mon sac en 5 minutes chrono, et quitté l'hôtel sans me retourner. Mes collègues ne me manqueraient pas. Les réunions étaient finies. Je leur ai dit que j'avais une urgence familiale. Pas vraiment un mensonge. Quand j'ai atterri dans notre ville, il était un peu plus de 17h30. J'ai loué une voiture à l'aéroport rien de clinquant, juste une Peugeot 308 beige qui se fond dans la circulation et je suis allé direct au bistrot Royal. J'y étais déjà allé. C'est planqué dans une petite rue du centre-ville, le genre d'endroit qu'on rate si on ne sait pas où chercher. L'endroit respire le charme et l'argent. Je me suis garé en face, assez loin pour qu'elle ne me remarque pas, mais assez près pour voir l'entrée. J'ai reculé mon siège et attendu. Je n'avais pas de plan précis. Je ne savais même pas ce que j'attendais. Peut-être que je voulais me tromper. Peut-être que je voulais la voir entrer seule, s'asseoir au bar, attendre personne. Mais au fond, je savais que ça ne se passerait pas comme ça. J'ai regardé leur défilé sur l'horloge du tableau de bord. 18h35. 18h45. 18h52. À 18h58 pile, un SUV noir s'est garé devant. Elle est sortie. Je connaissais chaque courbe d'elle. Même avec la vitre teintée, je savais que c'était elle. Émilie. Ma femme. Ses cheveux étaient bouclés comme quand elle veut se sentir puissante. Elle portait cette robe rouge que je lui avais offerte il y a 2 Noëls. Celle qui l'enveloppe comme si elle était cousue sur elle. Ce soir, elle ne la portait pas pour moi. Elle avait des escarpins noirs au haut peut-être 10 cm. Le genre qu'elle évite pour faire les courses ou courir après notre fils, mais parfait pour un dîner, un verre, et le reste. Elle a marché jusqu'au resto comme si elle possédait la rue. Calme. Sûre d'elle. Sans hésiter. Mon cœur s'est ralenti. Puis il est apparu. Je l'ai vu avant elle. Il descendait le trottoir en sens inverse, regardant sa montre comme s'il était en retard. Il n'avait pas l'air nerveux. Grand. Peut-être un M85. Cheveux plaqués en arrière, comme s'il sortait d'une couverture de magazine d'affaires. Costume bleu marine, taillé sur mesure. Ce genre de look qui dit « je n'ai jamais fait ma lessive moi-même ». Vous voyez le type. Suffisant sans dire un mot. Il n'avait pas de fleurs. Rien à porter. Juste lui. Émilie l'a repéré et a souri. Pas le petit sourire poli qu'elle fait aux voisins ou aux caissiers. Celui-là était vrai. Comme si quelque chose s'allumait en elle en le voyant. Il l'a rejointe et s'est penché comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ils se sont embrassés. Pas le genre d'étreinte qu'on donne à un vieil ami. Pas un câlin rapide. C'était lent, collés l'un à l'autre. Sa main traînait bas sur son dos. Elle a levé le visage, et il l'a embrassé. Doucement. Sûr de lui. Comme s'il l'avait déjà fait. Comme si c'était normal. Habituel. J'ai senti mon estomac se retourner. Je n'ai pas bougé. Pas klaxonné. Pas crié. J'ai juste regardé. Ils ont parlé une seconde, souriant comme s'ils étaient seuls au monde. Puis il a posé sa main légèrement au creux de son dos et l'a guidé à l'intérieur. Comme s'ils étaient faits pour être là. Je suis resté là, en silence, à fixer la porte qu'il venait de franchir. Une partie de moi voulait débouler. Renverser la table.
Le traîner dehors par son col chic et lui demander qui il se prenait pour. Lui demander si nos vœux comptaient. Si les 5 dernières années n'étaient qu'un bouche-trou jusqu'à ce qu'il arrive. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là. Mes mains tremblaient. Pas de peur. De contrôle. Pour retenir tout ce qui hurlait en moi. À la place, j'ai pris mon téléphone et rouvert la réservation. Elle était là, table d'angle. Il aime le vin rouge. J'ai vu la serveuse les installer à la table d'angle près de la fenêtre. Elle leur a servi du vin. Il a ri à quelque chose qu'elle a dit. Ils ont trinqué. Là, j'ai su. Ce n'était pas une fois. Pas une erreur d'ivresse. C'était, rodé. Confortable. Familier. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils soient installés. Jusqu'à ce que la mascarade de leur soirée commence vraiment. Puis j'ai commencé à planifier la mienne. Une semaine avant le dîner au bistrot royal, Émilie m'a dit qu'elle restait tard au bureau. Elle devait finir une grosse proposition pour les associés seniors de son cabinet d'avocats. Elle l'a fait passer pour grave, comme si tout son avenir en dépendait. Délai, pression, attente, elle a tout décrit. Je l'ai cru. Elle m'a embrassé sur la joue ce matin-là, m'a dit de ne pas l'attendre, et a même parlé de ramener du boulot à la maison le week-end. Elle a dit un truc comme, si ça marche, je pourrais intégrer l'équipe stratégie. J'ai souri. Lui ai dit que j'étais fier d'elle. Que je m'occuperais de Léo, que je le coucherais, et que je lancerais même une machine. Et je l'ai fait. Pendant qu'elle était avec lui. Je ne savais pas qui était lui, à l'époque. Pas exactement. Mais après les avoir vus au bistrot royal, j'ai creusé. J'avais des questions, et je n'allais pas rester les bras croisés à attendre des réponses. Ça n'a pas pris longtemps pour identifier le type. Adrien Beaumont. Un des associés seniors du cabinet d'Émilie. Il était partout sur leur site propre sur lui, mâchoire carrée, cheveux épais parfaits, et une bio qui puait l'autosatisfaction. Droit à Sciences Po. Stage chez un juge fédéral dont j'avais entendu parler une fois. Classé 31h30 par un magazine. A lancé une asso caritative en fac. Champion de la justice, ou un truc du genre. Roulis en Tesla. Vit dans un loft en centre-ville avec vue sur les toits et une cave à vin plus grande que notre frigo. D'après une interview que j'ai trouvée, il croit au équilibre pro-perso et à l'intégrité. Ça m'a fait rire. 2 fois divorcé. Pas d'enfant. Juste assez d'expérience pour savoir quoi dire. Juste assez de charme pour vendre un mensonge comme une vérité. Juste assez de sourire pour donner envie de lui coller une droite. Plus j'en apprenais sur lui, pire c'était. Pas parce qu'il était brillant ou classe. Je peux gérer ça. Mais parce qu'il était rodé à être le mec dont les femmes rêvent quand elles en ont marre de la vraie vie. Il était le fantasme. La porte de sortie. Je n'arrêtais pas de penser à la facilité avec laquelle elle avait menti. À toutes les fois où elle disait rester tard, rattraper du boulot, être trop fatigué pour parler. Toutes ces nuits où j'avais mangé des restes seuls, rangé après le dîner, géré le coucher, et gardé le silence parce que je pensais qu'elle était juste stressée. Après l'avoir vue avec Adrien, je me suis souvenu que nos comptes iCloud étaient liés à un truc qu'on avait fait à la naissance de Léo pour partager photos et rendez-vous. Ce qu'elle ignorait, c'est que les sauvegardes tournaient encore en arrière-plan. Ces photos. Ces messages. Tout. Je me suis connecté. C'était comme ouvrir une boîte qu'on aurait dû laisser fermer. Des centaines de messages. Pas vagues. Pas distants. Intimes. Complices. Blagues internes. Surnoms. Références à des endroits où ils étaient allés. Certains étaient doux, au point de donner l'impression de tomber sur le mariage de quelqu'un d'autre. D'autres étaient pires, profondément personnels. Lui qui disait compter les heures avant de la revoir. Elle qui envoyait des selfies dans notre salle de bain pendant que j'étais au supermarché avec notre fils. Elle qui écrivait des trucs comme « Tu me fais revivre ». Il y avait des photos, aussi. Eux en randonnée dont je n'avais jamais entendu parler. Elle dans son appart, un verre de vin à la main. Lui avec sa main sur son genou dans un bar sur les toits. Elle dans cette robe rouge, ma robe rouge. Un message où elle disait « Tu es le seul qui me voit ». Vraiment. J'étais assis dans notre salon, dans le fauteuil où je berçais Léo pour l'endormir, à lire ses messages pendant que le lave-vaisselle ronronnait.
J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous moi. Mais ce n'était pas juste la trahison. Pas juste qu'elle voyait quelqu'un. C'était à quel point il rendait ça normal. Comme si c'était juste une partie de leur vie, calée entre réunions et séances de sport. Il s'était construit un petit monde où je n'existais pas. Où j'étais juste le mec qui payait l'hypothèque et faisait tourner la maison. C'est ça qui me tuait. Pas l'infidélité. L'effacement. Sous tout ce charme et cette assurance, elle était une conteuse hors pair. Une actrice de classe mondiale. Elle faisait passer la tromperie pour de la dévotion. Elle m'avait tellement berné que je n'avais rien vu venir. Et maintenant, je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus prétendre que c'était un malentendu. Je savais qui il était. Adrien Beaumont. Un homme fini. Émilie disait toujours qu'elle voulait appeler notre premier enfant Léo. Qu'elle trouvait ça fort, classique. Pas à la mode. Qu'elle aimait ce prénom depuis le lycée, qu'il était sur sa liste de favoris, bien avant qu'on se rencontre. Je trouvais ça bien. Je n'y ai pas trop réfléchi. On était dans la salle d'accouchement, avec ce tout petit bébé au visage rose dans les bras, et elle m'a regardé en disant « On l'appelle Léo ». J'ai hoché la tête, ému, et j'ai dit « Ouais. Ouais, c'est parfait. » Ce prénom est devenu mon univers. Je le disais chaque matin en le prenant dans son lit. Je le chantais dans ses cheveux en le berçant. Je l'écrivais au marqueur sur ses gobelets et ses vestes avant la crèche. Il était gravé au centre de mon cœur. Alors quand j'ai découvert pourquoi elle l'avait vraiment choisi, j'ai failli vomir. Ce n'était pas sur une vieille liste de prénoms. Elle avait choisi Léo parce que c'était le deuxième prénom d'Adrien. Elle avait nommé notre fils d'après l'homme avec qui elle me trompait dans mon dos. Un homme dont j'ignorais l'existence à la naissance de mon fils. Un homme qui n'avait aucun droit à ce prénom dans ma vie. Cette révélation n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est insinuée comme une tempête lente. Après avoir trouvé les messages entre elle et Adrien, j'ai commencé à assembler les pièces. Des dates. Des timelines. Des lieux. Des messages qui collaient un peu trop avec sa grossesse. Elle m'avait dit que c'était une surprise. Qu'on était bénis. Je me souviens avoir pleuré quand elle me l'a annoncé. Je l'ai prise dans mes bras dans la cuisine, l'ai soulevée, fait tourner. Tout ça, du vent. Je me suis assis à la table de la cuisine un soir pendant qu'elle était encore, au boulot tard, et j'ai fixé une photo de Léo sur mon téléphone. Il venait d'avoir 3 ans. Et je n'arrêtais pas de me demander où est-ce que je me vois en lui? Je voulais que la réponse soit oui. Mais je ne pouvais plus me mentir. Alors j'ai fait ce qu'aucun père ne veut faire. J'ai acheté un kit ADN. Je me disais que c'était juste pour être sûr. Que j'étais probablement parano. Que le chagrin et la colère brouillaient mon jugement. J'ai envoyé l'échantillon, vérifié la boîte aux lettres tous les jours comme un mec qui attend une grâce du président. Quand l'enveloppe est arrivée, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai tenue sur mes genoux sur le canapé pendant presque 2 heures. Léo dormait à l'étage. La maison était calme. Et je fixais cette enveloppe, le cœur qui cognait. Quand je l'ai enfin ouverte, les mots étaient clairs et froids. Probabilité de paternité, 0,00%. Mon esprit ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai même pas crié. J'ai juste rien senti. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur et éteint quelque chose en moi. J'ai commandé un autre test d'une autre boîte, pour être sûr. Même résultat. Pas encore satisfait, j'en ai fait un 3e. Labo différent. Méthode différente. Même réponse. Pas le père. 3 fois. Je me suis assis sur la terrasse ce soir-là, une bière à la main, les résultats de l'autre, et j'ai fixé le jardin que j'avais tondu tous les samedis pendant 5 ans. Le bac à sable que j'avais construit. La petite voiture rouge que Léo adorait pousser sur la dalle. Je ne ressentais plus rien. Émilie m'avait arraché quelque chose ce soir-là. Elle n'avait pas juste brisé ma confiance. Elle avait brisé la réalité. Elle avait réécrit toute notre histoire. Notre fils, mon fils, n'était pas le mien. Le prénom que je murmurais dans le noir, les câlins, les nuits blanches, les anniversaires, tout était bâti sur un mensonge. On pense que la trahison est bruyante. Qu'elle vient avec des cris, des objets lancés, des départs théâtraux. Mais pour moi, c'était silencieux.
C'était s'asseoir dans un jardin sombre, écouter le bourdonnement des moustiques et le ronronnement du climatiseur, et réaliser que je ne savais plus à qui j'étais marié. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. C'était comme si la partie de moi qui savait ressentir avait été débranchée. Ma psy, que j'ai commencé à voir quelques semaines plus tard, a appelé ça une paralysie émotionnelle. Elle disait que c'est une réponse courante au trauma quand le cerveau ne peut pas tout encaisser d'un coup. Elle a essayé de m'expliquer avec de la science réaction chimique, shutdown neuronal. J'ai arrêté d'écouter à mi-chemin. Pour moi, ce n'était pas de la chimie. C'était Émilie. Elle m'avait fait croire en quelque chose qui n'avait jamais existé. Elle m'avait laissé verser tout l'amour que j'avais dans un enfant qu'elle savait ne pas être de moi. Elle s'était tenue à côté de moi en salle d'accouchement, m'avait vu pleurer, m'avait vu tenir ce bébé comme s'il était le centre de l'univers, et elle n'avait rien dit. Elle avait juste laissé faire. Laissé m'aimer lui. Laissé le nommer. Laissé être le pigeon. Et ce qui peut paraître étrange, je l'aimais encore, ce gamin. Bien sûr. Il était à moi à tous les égards qui comptaient, même si la science disait le contraire. Mais quelque chose avait bougé. Une fondation profonde en moi s'était fissurée, et peu importe combien je voulais prétendre le contraire, je sentais les morceaux s'écarter. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je savais juste que je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Parce que tout avait changé. Je dis aux gens depuis des années que je bosse dans les systèmes de sécurité. C'est techniquement vrai. J'installe des caméras, je gère les points d'accès, je configure les détecteurs de mouvement, tout ça. Contrat résidentiel, installation commerciale, quelques missions d'entreprise. Ça fait longtemps, et je suis doué. Mais ce que je ne dis pas, c'est que certains de mes clients ne sont pas vraiment publics. La vérité, c'est que j'ai bossé pour des agences fédérales qui n'ont pas de site web. Des agences où les cartes d'identité n'ont pas de logo, et où on utilise les noms que si c'est absolument nécessaire. Elles engagent des gens comme moi quand elles ont besoin d'eux là où elles ne peuvent pas être vues. Je ne posais pas trop de questions. Elles payaient bien et exigeaient la discrétion. C'était le deal. Un de ses clients s'appelle le directeur Rochefort. C'est le genre de mec qu'on n'appelle pas. C'est lui qui appelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé le matin après avoir reçu le 3e test de paternité. Je n'en avais parlé à personne. Pas même à ma psy. Je n'avais rien dit à Émilie. J'essayais encore de digérer, assis à la table de la cuisine avec un café froid et 3 enveloppes scellées devant moi comme des bombes à retardement. Le téléphone a sonné. Pas d'idée. Juste un écran vide et un bourdonnement sec. J'ai répondu. Marc, a dit la voix. Calme. Direct. On a un problème. Et elle s'appelle Émilie. Ça a capté mon attention. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Faut que tu viennes. On te briefera sur place, a-t-il continué. La situation a évolué. Alors je suis allé. J'ai roulé jusqu'à un petit bâtiment en béton au milieu de nulle part. Un de ces endroits anonymes qui pourraient passer pour une régie des eaux ou un bureau des transports, mais non. On m'a fait entrer par une porte à code. Pas de nom, pas d'uniforme. Juste des couloirs silencieux et des portes verrouillées. Rochefort m'attendait dans une pièce sans fenêtre avec un dossier déjà ouvert sur la table. Il n'a pas perdu de temps. Adrien Beaumont, a-t-il dit en tapotant une photo de lui agrafée en haut à gauche. Tu le connais? J'ai hoché la tête. Il est sous enquête fédérale. Fraude. Accès privilégié. Fuite d'informations sensibles à des ressortissants étrangers. Blanchiment via des sociétés écrans liées à des intérêts overseas. Ma gorge s'est serrée. Et Émilie, ai-je demandé. Pas une cible, a-t-il dit. Mais elle est liée à l'un d'eux. Ce qui complique son exposition. Je me suis assis. Brutalement. Il a continué. On l'a vu entrer et sortir de sa résidence. Des détectives privés sous contrat avant même que tu découvres ont capturé plus qu'assez. Malheureusement, son contact avec lui ouvre la porte à des responsabilités. On ne peut pas se permettre de fuites potentielles liées à des contractants de surveillance fédérale. Tu comprends? J'ai hoché la tête encore. Ce qui nous amène au problème, a dit Rochefort. Toi. Moi. Pas Émilie. Pas Adrien. Moi.
Ton nom est sur plusieurs jobs classifiés, a-t-il expliqué. Et là, ta femme est liée à un mec qui vend des infos privilégiées à des gens qu'on n'aime pas. C'est un problème. Faut qu'on s'assure que t'es clean. Complètement clean. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il a levé la main. Je dis pas que t'es coupable. Mais si ça dérape, et crois-moi, ça va déraper, ou soit tu prends les devants, soit on t'écarte. Il a exposé 2 options. Option 1, coopérer pleinement. Tout livrer. Laisser scanner chaque système, chaque log client, chaque détail de ma vie pro et perso. Nettoyer mon nom, mais lentement. En attendant, suspension des contrats gouvernementaux et étiquettes, potentiellement compromis. Option 2, disparaître. Pas littéralement, mais pro. Reculer sur les projets sensibles. Signer un accord de confidentialité. Ne plus jamais parler d'Émilie ou Adrien. Prendre une retraite anticipée, en quelque sorte. Je l'ai fixé. Il a attendu, main jointe. Puis j'ai dit, et s'il y avait une 3e option? Il a penché la tête. Je ne disparais pas. Je ne me tais pas. Je gère ça à ma façon. Vous avez les résultats que vous voulez, et moi ma vie. Il m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête lentement. Tant que tu n'interfères pas avec notre enquête, a-t-il dit. Tu gères ta part. On gère la nôtre. C'était tout ce qu'il me fallait. Je suis sorti de ce bâtiment un autre homme. Pas brisé. Pas perdu. Concentré. Je n'allais pas juste confronter Émilie. J'allais tout exposer. Ce n'était plus une question de sentiment. Plus de douleur, de trahison, ou d'essayer de réparer un mariage cassé. C'était une question de clarté. D'éliminer le poison de ma vie. Et j'avais tous les outils qu'il me fallait. Chaque caméra que j'avais installée. Chaque mot de passe que j'avais créé. Chaque conversation que j'avais surveillée pour des clients en maintenant, j'allais utiliser ces compétences pour moi. Il m'avait appris à construire des murs. À traquer des empreintes que personne ne voit. À recueillir des preuves sans déclencher d'alarme. Maintenant, j'allais prendre tout ce qu'Émilie pensait bien cacher, et le mettre en lumière. Plus d'attente. Plus de devinettes. Plus d'espoir qu'elle avoue. Ce n'était plus un mariage. C'était une mission. J'ai fait la réservation 2 semaines à l'avance. Même endroit où je les avais vus. Le bistrot royal. Je trouvais ça approprié. Revenir là où l'illusion s'était brisée et la laisser sentir le sol se dérober comme pour moi. J'ai choisi une table dans le coin, celle avec le rideau de velours à moitié tiré et la lumière tamisée des bougies qui rend tout doux et sentimental. Le genre de table où on fait sa demande. Où on met fin à un mariage. J'ai mis le costume gris foncé qu'elle aimait. J'ai même sorti la montre que son père m'avait donnée après notre mariage où je ne l'avais pas portée depuis plus d'1 an. Je voulais qu'elle pense que c'était tendre. Je voulais qu'elle soit désarçonnée. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard, entrant comme si on s'aimait encore. Cheveux bouclés encore. Rouge à lèvres vif. Même teinte que le jour de nos fiançailles. Elle souriait, et pendant une seconde, j'ai presque tout oublié. Presque. Marc, a-t-elle dit, comme si c'était une surprise. T'es classe. Je me suis levé, étiré sa chaise, et souri. Calme. Poli. Galant. Elle s'est assise, croisant les jambes comme quand elle veut faire impression. Le serveur est venu, et elle a commandé un kir royal. J'ai pris de l'eau. Je ne voulais rien qui brouille ce qui venait. En attendant les entrées, elle m'a demandé pour mon voyage. J'ai donné des réponses courtes, oubliables. Elle m'a parlé du boulot, de comment c'était, intense mais excitant. Pas un mot sur Adrien. Pas une question sur Léo chez ma mère. Que du blabla de surface. Quand la musique a commencé depuis l'avant du resto aux guitares acoustiques live, lente et romantique, elle a regardé et souri. Tu te souviens de cette chanson, a-t-elle demandé. Oui. C'était celle de notre première danse au mariage. Elle a tendu la main. Allez. Dansons. Je me suis levé, les suivis jusqu'au petit espace près du bar qui faisait office de piste. On a bougé lentement. Sa main sur mon épaule. Ma main sur son dos. J'ai gardé un peu d'espace. Elle s'est penchée. Pas moi. T'es silencieux ce soir,
a-t-elle dit. J'ai beaucoup en tête, ai-je répondu. Elle a levé la tête et m'a donné ce regard, celui qui voulait tout dire avant. Ça me manque, ça, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Après la danse, on est retourné à table. Les plats sont arrivés. Elle a complimenté la nourriture, demandé si on pouvait partir en week-end soon, louer un gîte comme avant. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'y penser. Elle a tendu la main et touché la mienne. J'ai l'impression qu'on se retrouve, a-t-elle dit. Je l'ai regardée dans les yeux, hoché la tête une fois, puis j'ai sorti la mallette et l'ai posée sur la table. Elle s'est figée. C'est quoi, a-t-elle demandé. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Calme. Fluide. Dedans, j'ai sorti une pile fine de documents. Je les ai posés un par un. Test ADN numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Tous avec le même résultat. Je les ai poussés vers elle. Elle ne les a pas touchés. Juste fixés. Puis les captures d'écran et ses textos avec Adrien, imprimés en couleur. Ceux où elle parlait de « ne jamais s'être sentie aussi vivante ». Où elle disait des trucs comme « on est fait l'un pour l'autre ». Puis les photos. Elle chez lui. Elle dans cette robe rouge, verre de vin à la main. Lui avec sa main sur sa taille. Son visage a blêmi. Marc, a-t-elle commencé. Je n'avais pas fini. J'ai posé les transcriptions audio sur la table. Sa voix, claire et excitée, disant « Je veux qu'on ait un autre bébé, Adrien. Un qui soit vraiment à nous. » Puis, sans un mot, j'ai sorti le dernier élément. Les papiers de divorce. Je les ai glissés de son côté. Tu es signifié, ai-je dit doucement. Elle s'est affalée dans sa chaise comme si je l'avais giflée. Non. Marc, c'est pas ce que tu crois, a-t-elle murmuré, les larmes montant déjà. C'était juste émotionnel. On parlait. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je n'ai pas répondu. Elle a pris les résultats ADN d'une main tremblante. Tu as testé Léo? A-t-elle demandé, la voix brisée. 3 fois, ai-je dit. Un silence lourd s'est abattu sur la table. Puis la serveuse est venue, souriante, ignorant l'effondrement devant elle. Vous voulez que j'emballe le dessert, a-t-elle demandé. Émilie a détourné le regard, essuyant ses yeux. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit. Emballez pour emporter, s'il vous plaît. La serveuse a emballé la tarte tatin, l'a posée doucement devant Émilie, et est partie. On n'a pas parlé. Elle fixait la table, main serrée. J'ai fini mon eau. Elle n'a pas touché au papier. Mais je savais qu'elle le ferait. Plus tard. Quand le choc s'estomperait. Quand elle réaliserait que le rideau était tiré, et que la scène était vide. Je me suis levé, et remis ma chaise, et ajusté mes boutons de manchette. On a fini ici, ai-je dit. Elle ne m'a pas retenu. Et je suis sorti dans la nuit sans me retourner. Elle ne l'a pas bien pris. Après le dîner, après que je l'ai laissée là avec sa tarte tatin emballée et les papiers de divorce sous le nez, elle a essayé de faire ce qu'elle faisait toujours, retourner la situation. Sans sortir par la parole. Tout ramener aux émotions et aux malentendus. Une semaine plus tard, son avocat a envoyé une lettre disant que je l'avais prise au dépourvu. Que je déformais la relation et instrumentalisais des malentendus. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon avocat parler. Il s'appelle Serge. Il a la patience d'un saint et la morsure d'un rottweiler. Je l'avais engagé avant le dîner piège, juste après avoir confirmé les résultats ADN. Il m'a aidé à tout organiser chronologiquement, proprement, net comme un bilan comptable. On avait des preuves. Horodatées. Vérifiées. Datées. Pas de spéculation, juste la vérité brute. L'audience a commencé. Elle s'est pointée en beige, comme pour un brunch paroissial. Son avocat avait l'air tout juste sorti de la fac, nerveux, zélé, le genre qui croit encore que tout le monde veut juste ce qui est juste. Quand le juge a demandé si on voulait une médiation ou un procès, l'avocat d'Émilie s'est penché au micro et a dit « Votre honneur, nous pensons que cette affaire est exagérée et peut se régler à l'amiable. » Ma cliente conteste les allégations de M. Lambert et affirme que l'enfant en question est bien son fils biologique. Je n'ai pas bronché. J'ai tendu l'enveloppe à Serge. Dedans, les 3 rapports ADN.
Il les a passés au juge sans un mot. Le juge a pris quelques minutes pour lire. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Puis il a tourné les pages et a dit « Maître, souhaitez-vous reformuler votre déclaration ?» L'avocat d'Émilie s'est penché pour lui murmurer quelque chose. Elle n'a pas répondu. Fixait juste ses mains, serrant son mouchoir comme si c'était tout ce qui la tenait. Ils ont demandé un report. Refusé. On est passé à la phase de découverte. Chaque message entre elle et Adrien, chaque photo, chaque entrée de calendrier, les relevés financiers, l'acte de naissance du bébé avec mon nom, le fait qu'elle ait nommé notre fils d'après le deuxième prénom de son collègue, tout était étalé comme une expo au musée. Chaque mot, chaque décision, chaque mensonge. Le juge ne cachait même pas son dégoût. Il y a un moment en audience où on sent que la marée tourne. Pour nous, c'est venu quand l'avocat d'Émilie s'est levé après que le juge a vu la troisième preuve photo et a dit « Votre honneur, nous souhaitons une conférence privée avec la partie adverse. » Traduction, ils étaient prêts à négocier. Serge et moi sommes allés dans une pièce à part avec eux, et l'avocat a ouvert avec « Nous sommes prêts à discuter d'un accord. » Serge ne s'est même pas assis. « Mon client a déjà exposé les termes, » a-t-il dit. « On est prêt à signer aujourd'hui. Pas de révision. » Émilie m'a regardé alors. Ses yeux étaient injectés de sang, ses joues creusées. Il ne restait rien de la femme que j'avais épousée. Juste le contour d'une vie qu'elle avait laissé filer. Elle a murmuré, « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Je n'ai pas répondu. De retour dans la salle, Serge a tendu au juge notre proposition de partage des biens. On avait un contrat de mariage. Clair. Inébranlable. Elle avait renoncé à une pension alimentaire en échange d'une part dans un compte épargne commun, qui contenait exactement 2 413,67 € au moment du mariage. Elle y avait droit. Et un canapé. Celui qu'elle avait insisté pour acheter dans cette boutique déco hors de prix il y a des années. Celui que je trouvais toujours trop raide. Tout le reste? La maison, à moi. Je l'avais achetée avant le mariage, à mon nom. La voiture, à moi. Aussi achetée avant le mariage. La garde de Léo? Plus complexe. Mais le tribunal a accepté les résultats ADN et m'a accordé la garde exclusive, citant « dissimulation et fausse déclaration de paternité » de sa part. Elle a eu des visites supervisées en attendant une évaluation formelle. Elle n'a pas protesté. Elle a juste signé. C'était presque mécanique. Stylo sur papier, page après page, larmes tombant sur le bureau. Sa main tremblait. La mienne non. Le juge a parcouru le dossier final comme s'il vérifiait des contraventions, pas la fin d'un mariage de 5 ans. Requête accordée, a-t-il dit. Comme ça, c'était fini. Dehors, devant le tribunal, Serge m'a serré la main et a dit « J'en ai vu des choses, Marc. Mais jamais quelqu'un reprendre le contrôle comme toi. » J'ai hoché la tête. Je n'étais pas fier. Pas satisfait. Plus même en colère. Je me sentais juste propre. Émilie est sortie quelques minutes plus tard. Elle ne m'a pas regardé. N'a pas dit un mot. Elle est montée dans sa voiture enfin, pas la sienne, juste une prêtée pour la journée et est partie. Le vent s'est levé alors que j'étais sur les marches du tribunal, à la regarder disparaître au bout de la rue. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me sentais libre. 3 semaines après la finalisation au tribunal, c'était calme comme je ne l'avais pas connu depuis des années. Je me levais tôt, faisais un café noir, faisais de longues marches le matin avant que le monde s'agite. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant ce temps. Pas un mot. Puis, un jeudi après-midi, on a frappé à la porte. Il faisait gris. Le ciel était lourd, comme si la pluie attendait son moment. J'ai ouvert et elle était là. Émilie. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui entrait dans les restos comme si elle possédait la salle. Pas de maquillage. Cheveux en queue de cheval lâche. Sweat, jean, vieille basket. Pas de bijoux. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle semblait petite. Épuisée. Salut, a-t-elle dit, voix douce. On peut parler? Je n'ai rien dit d'abord. Juste regardé. Puis j'ai fait un pas de côté et désigné le perron. Elle a hoché la tête et s'est assise sur le banc où je prenais mon café le samedi pendant que Léo dessinait à la craie sur le trottoir. Je suis resté debout. Bras croisés.
Elle fixait ses mains, tripotait un fil sur sa manche. Je sais que je n'ai aucun droit d'être là, a-t-elle commencé. Mais je ne savais pas où aller. Toujours rien de ma part. Elle a pris une inspiration tremblante. Adrien est fini. Viré. Son nom n'est plus sur le site du cabinet. Ils ont suspendu sa licence, en attente d'enquête. Il n'est pas celui que je croyais. Ça, je le savais déjà. Les gens de Rochefort s'en étaient occupés. Elle m'a regardé. Ses yeux cherchaient quelque chose, peut-être de la compassion, peut-être l'homme qu'elle connaissait. Je ne lui ai rien donné. J'ai été bête, a-t-elle dit. J'ai cru chaque mot qu'il me disait. Je pensais que c'était réel. Il me faisait croire qu'il avait un plan. Qu'on allait tout recommencer. Que ce qu'on faisait était justifié. Je pensais que c'était toi qui me retenais. Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase. Mais ce n'était pas toi, a-t-elle continué. C'était moi. J'ai tout gâché. Je le vois maintenant. J'ai perdu tout ce qui comptait. Elle s'est tue. Tu me manques. Nous me manquons. La façon dont tu faisais de cet endroit une maison. La façon dont tu t'occupais de Léo, dont tu tenais cette famille même quand je ne faisais pas ma part. Elle pleurait maintenant, essuyant ses joues avec sa manche. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'ai fait une énorme erreur. Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est mise à genoux. Là, sur le perron, comme quelqu'un qui supplie Dieu. Mains sur les cuisses, tête baissée. Je t'en supplie, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. Donne-moi une chance de réparer. Je ferai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le moment s'étirer. Puis j'ai fait un pas et les regardé dans les yeux. Et j'ai dit, j'ai déjà enterré l'homme qui t'aimait. Elle a cligné des yeux, d'abord perdus, puis brisés. C'est là que je me suis retourné. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte, je suis entré, et je l'ai fermée derrière moi. Pas de colère. Pas de cri. Juste un au revoir calme et définitif. Par la fenêtre du salon, je l'ai vu rester là un moment. Toujours à genoux sur le perron, tête dans les mains. Puis elle s'est levée lentement, a essuyé son visage, et a descendu les marches. Elle n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. J'étais dans l'entrée, une main sur le chambranle, respirant calmement. Ce moment pesait sur ma poitrine comme un parpaing depuis que j'avais vu cette réservation dans le calendrier. Je me couchais en me demandant si elle s'excuserait un jour, si elle avouerait. Maintenant qu'elle l'avait fait, j'ai réalisé quelque chose. Ça n'avait plus d'importance. Les dégâts étaient faits. La confiance était partie. La version de moi qui croyait en elle était morte depuis longtemps. Et je n'allais pas déterrer ce vieux moi juste parce qu'elle réalisait enfin ce qu'elle avait perdu. Certains ne comprennent ce qu'ils ont détruit que quand il ne reste rien à ramasser. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse, j'ai ouvert une bière, et j'ai écouté les cigales chanter dans les arbres. Ça ne ressemblait pas à une vengeance. Ça ressemblait à la paix. Partagez vos réflexions dans les commentaires, que pensez-vous qu'il soit arrivé à sa femme après qu'elle ait quitté la véranda? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.